Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue autrefois dans notre chaîne QHSE for You. Aujourd'hui, nous allons faire une formation suite à notre programme de avril 2020. C'est une formation relative à la norme ISO 9001 version 2015. Et au cours de cette formation, il sera question pour nous de passer en revue l'ensemble des lignes directrices de la norme ISO 9001 version 2015 tout en donnant pour chacune de ces lignes directrices un ensemble d'outils et méthodes nécessaires à la mise en conformité vis-à-vis de ces exigences. Le module d'aujourd'hui portera sur le chapitre 4, contexte de l'organisme, plus précisément le sous-chapitre 4.2, compréhension des besoins et attentes des parties intéressées. Nous tenons à préciser que ce module 2 fait suite d'un précédent module, le module 4.1, qui parlait du contexte de l'organisme et de son contexte. Donc, toute personne qui n'a pas eu à voir le premier module 4.1 n'a qu'à juste se rendre sur la chaîne QHSE for You au niveau de la playlist formation complète sur la norme ISO 9001 version 2015 et visionner le premier module de la dite formation. Le module d'aujourd'hui sera présenté par moi-même. Je me nomme Buchu Wadbou Ivan Parfait. Je suis titulaire d'un master en QSHE. Je suis formé sur la norme ISO 9001 version 2015. Je suis développeur de pages web. Je suis concepteur de tableaux de bord et d'outils de pilotage de la performance. Je conçois également de mini-logiciels d'aide aux professionnels QSHE. J'aurai la chance de vous présenter par la suite et vous former sur les différents tableaux de bord et outils de pilotage de la performance dans le domaine du QSHE. Et je vous présenterai également des mini-logiciels d'aide que je mets à la disposition des professionnels QHSE au fur et à mesure du développement de la chaîne YouTube QHSE for You. Sans plus tarder, nous allons passer au développement du module. Nous commencerons premièrement par donner les explications du paragraphe 4.2 ou du sous-chapitre 4.2 de la norme ISO 9001 version 2015. Nous commencerons premièrement par définir un thème, le terme le plus central du sous-chapitre 4.2, à savoir partie intéressée. C'est quoi un partie intéressé? Un partie intéressé est une personne ou un organisme qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencé ou s'estimer influencé par une décision ou une activité. J'ai tenu à insister sur le terme de partie intéressée car l'ensemble des exigences du chapitre 4.2 tourne autour des parties intéressées. Par la suite, nous donnerons les objectifs du module. Au cours de ce second module, il va être question pour nous d'apprendre comment se conformer à l'exigence du sous-chapitre 4.2 de la norme ISO 9001, ainsi que les outils et méthodes appropriées qui peuvent nous aider pour la mise en conformité de ces exigences. Nous continuerons notre présentation en expliquant un extrait de la norme ISO 9001 version 2015 qui est un extrait parlant du chapitre 4.2, du sous-chapitre 4.2 de l'ISO 9001 version 2015. Nous allons essayer d'expliquer et de voir concrètement de quoi il est question dans le sous-chapitre 4.2 de la norme. Dans le sous-chapitre 4.2 qui est intitulé Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées, il est dit en raison de leur effet réel ou potentiel sur l'aptitude de l'organisme en fournir en permanence des produits et conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables, l'organisme doit déterminer petit a les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du système de management de la qualité. C'est-à-dire, chaque organisme ou société qui veut installer un système de management de la qualité en se basant sur le référentiel ISO 9001
doit préalablement définir quelles sont ces parties intéressées, que ce soit les parties intéressées externes ou internes qui ont un impact positif ou négatif sur son entreprise. Comme exemple de parties intéressées, nous pouvons prendre les actionnaires, les clients, les fournisseurs, les investisseurs et même les pouvoirs publics sont entre autres des exemples de parties intéressées. L'organisme doit également déterminer les exigences de ces parties intéressées dans le cadre du système de management de la qualité. Nous savons tous que chaque partie intéressée a ses exigences. Si on prend par exemple le cas du client, le client peut avoir comme exigence l'attente des produits de bonne qualité. On prend comme autre partie intéressée le salarié. Le salarié attend par exemple d'être bien payé. Il attend de travailler dans de bonnes conditions. Si on prend aussi par exemple l'actionnaire, l'actionnaire attend que ses investissements produisent des bénéfices. On voit donc qu'il y a plusieurs exigences et auxquelles l'organisme doit être confronté. Nous verrons par la suite comment mettre en pratique ces différentes exigences de la norme ISO 9001, du sous-chapitre 4.2 de la norme ISO 9001. Il est également dit dans la norme que l'organisme doit surveiller et revoir les informations relatives à ces parties intéressées et à leurs exigences pertinentes. Ceci consiste à la mise à jour des différentes informations que l'on dispose des parties intéressées, ainsi même que de leurs besoins et attentes. Ces mises à jour peuvent survenir après l'écoute de ces derniers. Par la suite du module, nous verrons quels sont les différents moyens de communication mis à notre disposition pour pouvoir communiquer et recevoir des informations en retour venant des parties intéressées. Dans la suite du module, nous donnerons la démarche à suivre pour se conformer aux exigences de la norme du sous-chapitre 4.2 de la norme ISO 9001 version 2015. À partir des exigences qui sont éditées dans le sous-chapitre 4.2 de la norme, chacun peut avoir une méthodologie qui va mettre en place pour se conformer à ces exigences. À mon niveau, je vais essayer de vous proposer une démarche. Bien sûr, cette démarche n'est aussi pas non plus normalisée, mais c'est une démarche que je propose et que vous pourriez bien utiliser si vous êtes confronté à un cas où il vous faut vous mettre en conformité vis-à-vis des exigences 4.2 de la norme ISO 9001 version 2015. Cette démarche se comporte comme suit. Nous allons premièrement la détermination des parties intéressées. On peut déterminer les parties intéressées suivant différents outils, à l'aide de différents outils. On peut avoir les parties intéressées internes ou externes qui ont un impact sur notre organisme. Plus tard, nous verrons les différents outils pour déterminer les parties intéressées. La seconde étape de la démarche va consister à classer les parties intéressées. On peut classer les parties intéressées soit selon leur famille, soit selon leur impact, soit selon leur pertinence, ou combiner même l'ensemble de ces aspects. On doit également définir les modalités de dialogue avec les parties intéressées. On a plusieurs moyens de dialogue avec les parties intéressées, à savoir les mails, des annonces, des cahiers de charges, des contrats, les réunions. Par la suite, il faudra déterminer les besoins et attentes des parties intéressées. On doit déterminer ces besoins et attentes pour chaque partie intéressée. Par la suite, on doit classer les attentes des parties intéressées selon leur pertinence. On peut avoir par exemple des attentes pertinentes et d'autres attentes qui sont simples. Cela est fonction de la stratégie de l'organisme et du parti intéressé. Il
demandera donc à l'organisme de déterminer des critères qui permettent de classer ces attentes. Et par la suite, nous allons mettre en place des actions pour répondre aux parties intéressées ou bien à leurs demandes. Par la suite, nous allons mettre des moyens de communication et retour d'informations avec les parties intéressées. Nous savons tous que tant que l'organisation est en interaction avec un parti intéressé, il sera toujours amené à communiquer avec celui-ci et à recevoir des informations de celui-ci. Et nous terminerons par la mise à jour des besoins et attentes des parties intéressées. C'est-à-dire, après avoir communiqué et reçu des informations des parties intéressées, ceci a des fréquences qui doivent être déterminées par l'organisation. Nous devons mettre en jour les besoins et attentes des parties intéressées. Maintenant, à la suite du module, nous allons donner une méthodologie, une outil et des outils que je propose pour la mise en conformité de ces démarches. Ma méthodologie que je propose, je précise, n'est pas normalisée, mais que vous pourriez utiliser si vous êtes confronté à la mise en conformité vis-à-vis des exigences du sous-chapitre 4.2 de la norme ISO 9001 version 2015. En première position, on doit déterminer les parties intéressées. On a déterminé les parties intéressées qui soient internes ou externes à l'organisme. Et pour déterminer ces parties intéressées, on a plusieurs méthodes, plusieurs outils. On peut par exemple prendre un brainstorming. On peut faire des réunions avec différentes parties prenantes pour collecter des informations et à la fin sortir une liste de nos parties intéressées. On peut également se baser sur la stratégie de l'organisme pour déterminer les parties intéressées. Si par exemple on parle de production, qui dit production voit comme partie intéressée prestataire externe. Si on parle maintenant de distribution, consommation, on voit maintenant là comme partie intéressée la différente clientèle. On peut également se baser sur la définition des besoins de notre organisme pour déceler les différentes parties intéressées. Je m'explique. On peut se baser sur l'ensemble des besoins de notre organisme pour dire quelle partie intéressée peut satisfaire à ces besoins. Je prends par exemple, si on a un besoin en matière première, on va penser directement comme partie intéressée les fournisseurs. Si on a également un besoin en capitaux, on va penser là maintenant aux actionnaires, aux investisseurs qui sont également des parties intéressées. Nous pouvons prendre comme autre outil la matrice de détermination des parties intéressées. Ici, j'ai mis un exemple de matrice qui peut nous aider pour déterminer nos parties intéressées. C'est-à-dire, on va venir dans chaque famille de parties intéressées et voir si nous disposons des parties intéressées qui entrent dans la famille, on va leur relever. Et si nous n'en disposons pas, on ne mettra rien dans cette famille. Je tiens également aussi à préciser que la liste des parties intéressées dépend de l'organisme et de son impact sur l'organisme. Bon, il n'y a pas une liste exhaustive de parties intéressées. Secondairement, il faut classer les parties intéressées que nous avons eu à identifier. Après avoir déterminé et listé les parties intéressées, on devra maintenant les classer. Le principal outil de classification que je propose sera la sphère des parties intéressées. Cette sphère des parties intéressées permet de classer les parties intéressées selon leur famille et selon leur pertinence. Je prends par exemple cette sphère des parties intéressées qui classe les parties intéressées ici selon leur impact. Dans le second cercle, nous avons les parties intéressées ayant un fort impact sur l'entreprise. Alors que dans le cercle plus haut, on voit les parties intéressées ayant un impact mineur sur l'entreprise. Je vais également vous présenter une autre sphère des parties intéressées qui est bien plus détaillée
et bien plus enrichi. Parce que dans cette sphère a la particularité qu'on a premièrement classé les parties intéressées selon leur famille, et on a également classé les parties intéressées selon leur impact. Si je prends par exemple, selon la partie intéressée, la famille sociale, on a par exemple dans la famille sociale plusieurs parties intéressées, à savoir les salariés et les partenaires sociaux. Et maintenant, en fonction de leur impact, on voit que les salariés ont un impact plus important que les partenaires sociaux sur l'entreprise. Et je tiens aussi à préciser que pour réaliser ce genre de cartographie, c'est très simple. On peut la faire à l'aide des outils Microsoft comme Word, PowerPoint, Excel ou autres. Maintenant, en troisième position, il faudra déterminer et classer les besoins et attentes des parties intéressées. Pour déterminer les besoins et attentes des parties intéressées, on pourra premièrement utiliser comme outil le brainstorming, c'est-à-dire on va faire une réunion avec les différentes parties intéressées que l'on avait déjà eu à identifier et à classer. Et à l'aide de ces réunions, on pourra voir les différents besoins et attentes de ces parties intéressées. On peut également se baser sur le retour d'expérience des professionnels qui ont déjà eu à travailler sur le domaine. On peut également utiliser la matrice de Mitchell, qui est la méthode la plus utilisée et qui servira de base pour le développement de notre module. Et en 4, on a déterminé la stratégie de management du parti intéressé ainsi que les plans de communication avec les parties intéressées. Comme stratégie de management des parties intéressées, l'outil principal qui est utilisé, c'est la matrice de Mitchell. Cette matrice de Mitchell, qui est une matrice bidimensionnelle d'un bipouvoir intérêt, permet en fonction du pouvoir et de l'intérêt du parti intéressé de donner la stratégie de management qui doit lui être appliquée. Et comme outil de communication, ici nous pouvons parler des mails, des contrats, des cahiers de charges et autres. Ici j'ai pris par exemple une cartographie qui met en œuvre les différentes familles et parties intéressées ainsi que les moyens de communication qui leur sont alloués. Je prends par exemple ici, si on voit par exemple les partenaires financiers, ici pour le premier cercle, on a mis ici quels sont les différents partenaires financiers, à savoir les agents de notation, les investisseurs et les banques. Et maintenant là, on liste quels sont les moyens de communication que nous mettons pour pouvoir donner des informations et recevoir des informations de ceux-ci. Comme principal moyen, ici il y a des rapports de gestion, des rapports financiers et même des rapports RSE. Maintenant, par la suite, nous allons prendre nous allons essayer d'expliquer la matrice de Mitchell. La matrice de Mitchell, c'est une matrice bidimensionnelle qui se base sur la classification des parties intéressées selon leur pouvoir et leur intérêt. En effet, pour chaque partie intéressée, il y a un intérêt pour l'organisme et ce parti intéressé a un pouvoir qu'il exerce sur notre organisme. Avant de continuer la présentation, je tenais à expliquer, à définir la notion de pouvoir et intérêt qui peut prêter à confusion. L'intérêt est défini comme ce que le parti intéressé va porter pour l'organisation. C'est-à-dire, lorsque l'intérêt est faible, cela veut dire que si vous existez ou pas, le parti intéressé s'en portera pas plus ou moins mal. Mais dans le cas où l'intérêt est fort, cela veut dire que le parti intéressé a intérêt à ce que votre organisation fonctionne dans de bonnes conditions. Maintenant, le pouvoir quant à lui est défini comme la capacité à ce que le parti intéressé peut vous demander ou vous imposer diverses choses. Maintenant, nous savons que la matrice de Mitchell permet de définir une stratégie de gestion ou de management des parties intéressées.
c'est-à-dire en fonction du pouvoir et de l'intérêt que le parti intéressé aura pour notre organisation, on pourra, on, on pourra par exemple définir quelle stratégie de management appliquer. Et on a 4 types de stratégies de management. Comme première classe, les parties intéressées qui ont un pouvoir élevé et un intérêt élevé, la stratégie va être de manager. C'est-à-dire, je prends par exemple le cas des employés. Les employés ont un pouvoir élevé sur notre organisation. Car si les employés grèvent, par exemple, il y aura arrêt des activités. Qui dit arrêt des activités dit baisse de la production. Qui dit baisse de la production dit baisse des revenus. Les employés ont également un intérêt élevé au bon fonctionnement de notre organisation, car le travail que l'organisation leur apporte leur permet de satisfaire à leurs besoins. C'est pour ça que comme stratégie de management qu'on va apporter vis-à-vis des employés, il faudra manager et gérer. La seconde classe sont les parties intéressées qui ont un pouvoir élevé et un intérêt faible. La stratégie adoptée ici est de satisfaire. Je prends par exemple comme exemple un client. Le client peut avoir un pouvoir élevé car il influe sur le portefeuille de notre organisation, mais il peut avoir un intérêt faible au bon fonctionnement de notre organisation. Car si nous existons ou pas, le client peut avoir nos produits chez les concurrents. La troisième classe sont les parties intéressées qui ont un pouvoir faible et un intérêt faible. La stratégie adoptée ici est de surveiller. Dans la quatrième et dernière classe sont les parties intéressées qui ont un pouvoir faible et un intérêt élevé. La stratégie adoptée ici est d'informer. Et je prends par exemple comme exemple les fournisseurs. Les fournisseurs ont un pouvoir faible sur notre activité. Car si les fournisseurs, par exemple, ne décident plus de nous fournir en lait livrable, on pourra s'approprier ces livrables ailleurs. Et je tiens à poser que ça dépend aussi des fournisseurs. Quand on a des fournisseurs clés qui, sans eux, notre activité ne dépend pas, ceux-là auront un pouvoir élevé. Et les fournisseurs également ont un intérêt élevé au bon fonctionnement de notre activité. Car si nous fonctionnons dans de bonnes conditions, nous continuerons à s'approvisionner en matières premières chez ces derniers. Cela augmentera leurs revenus. Je suis arrivé au terme de ma présentation sur la matrice de Mitchell et ainsi que sur la partie théorique portant sur le sous-chapitre 4.2 de la norme ISO 9001 version 2015. Nous pouvons retenir que lors de la mise en conformité vis-à-vis des exigences du sous-chapitre 4.2 de la norme ISO 9001 version 2015, on peut adopter une méthodologie qui va consister à déterminer les parties intéressées en réalisant par exemple des brainstorming, à se servant de la stratégie ou même de la matrice des parties intéressées. Après avoir défini ces parties intéressées, il faudra classer ces parties intéressées. On classe les parties intéressées en utilisant la sphère des parties intéressées. Après avoir classé les parties intéressées, il faudra déterminer et classer les besoins et attentes des parties intéressées. J'ai dit tantôt que pour déterminer les besoins et attentes des parties intéressées, il va falloir en quelque sorte faire un brainstorming c'est-à-dire on va faire une réunion avec les parties intéressées que nous avons déjà eu à définir et à classer et recueillir l'ensemble de leurs besoins et attentes. Et pour classer les besoins et attentes des parties intéressées, on peut se servir de la matrice de Mitchell qui est l'outil le plus utilisé. Et enfin, on va déterminer la stratégie de management des parties intéressées ainsi que les moyens de communication vis-à-vis de ces parties intéressées. Pour déterminer la stratégie de management des parties intéressées, nous avons dit que l'outil approprié, c'est la matrice de Mitchell, qui est une matrice bidimensionnelle avec d'un côté le pouvoir et de l'autre l'intérêt. Elle va nous permettre de déterminer la stratégie de management d'un parti intéressé en fonction du pouvoir et de l'intérêt que ce parti intéressé va exercer sur notre organisation. Et en dernier ressort,
Nous allons déterminer les plans d'action de communication avec nos parties intéressées. Ces plans d'action de communication peuvent être des mails, des cahiers de charges, des contrats, des réunions et autres. Nous allons maintenant, par la suite du module, passer à un exemple d'application pour voir concrètement ce qu'il nous reviendrait de faire sur le terrain. Dans l'exemple d'application, nous allons travailler avec des entreprises aléatoires dans le but de mettre en pratique l'ensemble des connaissances acquises tout au long du module. Comme je l'ai tantôt dit, dans la méthodologie pour la mise en conformité des exigences du chapitre 4.2, la première étape va consister à déterminer les parties intéressées. Pour déterminer les parties intéressées, on peut soit faire des brainstorming, soit utiliser la méthode Piafi. Dans mon exemple, j'utilisais la méthode Piafi pour déterminer les parties intéressées d'une entreprise lambda. Dans la méthode Piafi, j'ai identifié les parties intéressées qui le P de participe. J'ai vu comme parties intéressées qui participent, on peut avoir les personnels de l'entreprise ou même les personnels intérimaires. Sont ceux-là qui participent au bon fonctionnement de l'entreprise. Et comme le I de investissent, on va maintenant chercher les parties intéressées qui investissent pour la bonne marche de notre organisation. Là, on a pris en compte les partenaires commerciaux et même les actionnaires. Comme parties intéressées qui attendent, on peut citer par exemple les clients. Les clients attendent de recevoir des produits de bonne qualité. On peut également citer les actionnaires. Les actionnaires attendent que leurs investissements produisent des bénéfices. On peut également entendre les usagers de nos produits, comme également les parties intéressées qui fournissent. On peut prendre les prestataires externes. Les prestataires internes externes nous ravitaillent en produits et en autres matières premières. On a également ici les parties intéressées qui imposent, à savoir les pouvoirs publics et l'inspection du travail. Ici, là, c'est présenté grosso modo la détermination des parties intéressées. C'est-à-dire, pour faire cela, j'organise un brainstorming avec différentes parties prenantes et lors du brainstorming, j'utilise la méthode Piafi qui va me permettre de lister pour chaque classe, que ce soit participe et investisse, l'ensemble des parties intéressées qui s'y afférent. Dans la seconde étape va être de classifier ces parties intéressées. J'ai dit pour classifier les parties intéressées, on peut soit se baser de la méthode Piafi précédente, car dans la méthode Piafi, les parties intéressées pourront être classées en fonction du type participe, investissent, fournissent ou autre. On peut également classer les parties intéressées en fonction soit de leur famille ou soit de leur impact sur le système de management de la qualité. Et l'outil le plus approprié que je conseille est de réaliser une cartographie des parties prenantes. Cette cartographie se présente comme suit. Dans la cartographie des parties prenantes, on classe les parties intéressées premièrement selon les familles, c'est-à-dire on va prendre comme par exemple les partenaires. Comme partenaires, nous avons les sous-traitants, les partenaires de coopération, les fédérations professionnelles et également les fournisseurs. Et lorsqu'il a déjà classé les parties intéressées selon les familles, il va maintenant venir dans les différents parties intéressées de chaque famille et déterminer en fonction de son impact sur l'entreprise le niveau sur lequel il se trouvera sur notre cartographie. Le deuxième cercle sont les entreprises qui ont un fort impact sur notre entreprise. Plus on va loin de l'épicentre, moins l'impact du parti intéressé se fait ressentir sur notre entreprise. En troisième point, on doit déterminer et classer les besoins et attentes des parties intéressées. Pour la détermination et la classification des besoins et attentes des parties intéressées, je dis tantôt qu'on peut réaliser un brainstorming avec les différentes parties intéressées que nous avons déjà eu à identifier, à lister et à classer. Et lors de ces réunions, on pourra recueillir quels sont les besoins de ces parties intéressées et quelles sont leurs attentes. Ces besoins et attentes qui seront plus tard classifiés. Je vais vous montrer un exemple du tableau Excel où j'ai déterminé pour un restaurant lambda les besoins et attentes des parties intéressées. Ici, j'ai pris par exemple un restaurant lambda
pour le restaurant Les Pandorins. Donc, je tiens à préciser que toute personne qui aura besoin des exemples que je produis là en support numérique devra juste l'écrire en commentaire ou se rendre sur mon site www.wadboconsultingandqse.com et accéder au module documentaire. Il pourra voir l'ensemble des documents que je présente lors de mes formations. Ici, par exemple, j'ai les besoins et attentes des parties intéressées d'un restaurant tel. Et il est important de préciser que lorsqu'on va faire ce tableau Excel, on a déterminé qui a rédigé la procédure, la date de rédaction de la procédure, les jours où on a révisé notre tableau d'analyse et qui a vérifié ces analyses. Ceci pourra nous aider lorsque, par exemple, lors de l'audit, on demande si vous mettez à jour les informations dont vous disposez vis-à-vis des parties intéressées. Avec ceci, on pourra leur démontrer que le tableau a été rédigé telle date et révisé telle date par qui et par tel. Ici, je prends par exemple un exemple de détermination de classification des besoins et attentes des parties intéressées. Ici, on a un parti intéressé. On prend par exemple les clients. On détermine ses besoins et attentes. Comme besoin et attente, c'est d'avoir des produits fiables, sécurisés, conformes à leurs exigences et répondant à leurs besoins. Par la suite, on va déterminer la pertinence de l'attente. Est-ce une exigence? Est-ce une attente pertinente ou est-ce une attente simple? Cette pertinence de l'attente va dépendre de l'organisation ainsi que même de la stratégie de l'organisme. Je peux par exemple prendre les cas. Pour déterminer la pertinence d'une attente, on peut soi-même établir une grille de cotation personnalisée, c'est-à-dire dans laquelle on va coter les différentes attentes et en fonction de la tranche dans laquelle se donnera la criticité de l'attente, on pourra savoir si c'est une exigence, si c'est une attente pertinente ou si c'est une attente simple. Donc cela dépend de notre organisme. On peut également prendre les risques et opportunités liés aux besoins et attentes des parties intéressées. Ceci là maintenant fait référence à la matrice Mitchell pour savoir quelle est la matrice Mitchell pour savoir quelle stratégie de management adopter vis-à-vis de ce parti intéressé. On prend par exemple là, si un parti intéressé a un pouvoir fort mais un intérêt faible, la stratégie adoptée c'est de satisfaire. S'il a un intérêt fort et pouvoir fort, on doit manager. Une fois que nous avons déjà vu quelle stratégie adopter vis-à-vis de ce parti intéressé, nous allons maintenant mettre les moyens de maîtrise et de réponse existants dans l'entreprise et par la suite déterminer les actions de communication qu'on a vis-à-vis de ces derniers. Ici, comme vous pouvez le voir dans ce tableau, on peut dire qu'on a résumé la démarche parce que tenant nos carreaux, on a premièrement déterminé les parties intéressées. Vous voyez un peu. J'aurais bien pu, ce qui était même l'idéal, j'aurais bien pu classer même ces parties intéressées. Je devais ajouter une colonne là où on devait classer les parties. On peut ajouter une colonne où on classe les parties intéressées. On les liste et après, pour chaque partie intéressée, on détermine quels sont les besoins et attentes de ces parties intéressées. On détermine la pertinence de l'attente. Ceci entre dans la classification des besoins et attentes des parties intéressées. Après, on peut donner les risques et les opportunités vis-à-vis de ces parties intéressées. La notion de risque-opportunité sera mieux approfondie dans le chapitre 6. Et après, on va maintenant par la suite déterminer la stratégie de gestion du parti intéressé. On peut par exemple apprendre, on va déterminer en fonction de la matrice de Mitchell le pouvoir et l'intérêt, quelle est la stratégie à adopter. Ensuite, on va donner les actions de maîtrise et de réponse qui existent déjà pour répondre aux besoins et attentes des parties intéressées. Et par la suite, nous donnerons les actions qui doivent être décidées pour améliorer les besoins et attentes, pour satisfaire aux besoins et attentes de nos parties intéressées. En dernier ressort, nous avons la stratégie. Nous avons déjà vu comment on établit la stratégie dans notre tableau précédent. Et maintenant, les moyens de communication avec les parties intéressées. Pour ce faire,
Pour ce faire, on va juste déterminer quel plan d'action établir pour communiquer avec nos parties intéressées, que ce soit au moyen des mails, d'internet, des communications et autres. Voici par exemple une matrice de communication prise comme cela. Ici, on a d'abord classé les parties intéressées selon les familles et après on donne dans le deuxième cercle quelles sont les modalités de communication que nous mettons vis-à-vis de nos parties intéressées. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre formation. Merci de l'avoir suivi et n'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions en commentaire ainsi que les avis et suggestions vis-à-vis de ma chaîne et des formations que je dispose. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir mes formations en temps réel. N'oubliez pas d'ajouter un like, de commenter et de partager cette vidéo si cela vous intéresse. Merci, chers professionnels et étudiants.